Laurent Wauquiez, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Vous êtes ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais aussi président de la droite sociale. Ce matin sur RTL, la ministre du Budget Valérie Pécresse a été interrogée sur les prévisions budgétaires. Nous allons donc l'écouter maintenant. Après le sommet européen, s'il faut réviser la croissance au vu de la situation de l'Europe, au vu de la situation des banques, au vu de la situation de la zone euro, nous le ferons. Et nous aurons ce courage de demander des efforts supplémentaires aux Français s'ils sont nécessaires. Mais seulement les efforts qui seront nécessaires. Tout dépendra de la réussite ou non du sommet de mercredi. Alors vous êtes spécialisé dans la défense des classes moyennes. Avant de parler d'éventuelles mesures nouvelles, on va parler de celles qui ont déjà été décidées. Est-ce que les classes moyennes sont davantage pénalisées que les autres catégories de la population? Non, et en tout cas, nous, c'est notre repère et notre bataille. Il faut absolument qu'on rompe avec la vieille habitude depuis 20 ans des politiques de faire plus de dépenses publiques et d'aller chercher le financement dans la poche des classes moyennes. Ce réflexe-là, je le vois par exemple sur le projet socialiste, où vous avez la fusion de l'IR et de la CSG qui sera défavorable aux classes moyennes, où vous avez l'imposition de l'assurance vie qui pèse sur l'épargne des classes moyennes. Mais dans les mesures Fillon, vous avez la surtaxation des mutuelles. Oui, et c'est pour ça que, autant il est évident que tous les Français, tous, nous devrons faire des efforts pour réduire les déficits. Par contre, ce qui est fondamental pour les classes moyennes, c'est que ces efforts portent sur tout le monde. Et c'est ça la défense et la conviction de la droite sociale. Si des efforts sont demandés, il en faut aussi sur les plus revenus. Il en faut aussi sur les dérives de l'assistanat. Je ne peux pas accepter que les efforts soient toujours sur les mêmes, les classes moyennes qui financent systématiquement le contrat social français. Alors vous allez présenter demain une série de propositions. Est-ce qu'elles vont contribuer à faire des économies nouvelles en épargnant les classes moyennes ? D'abord, la première chose, c'est que ça repose sur une conviction. L'élection présidentielle, il faut la mener de façon intelligente et au bon niveau. Le concours de petites phrases ou de tomates pourries sur l'adversaire n'a aucun intérêt. Ça, on va parler de l'angle d'attaque oui. contre François Hollande. Et je pense qu'il est fondamental de se situer au bon niveau. Moi, si je fais de la politique, c'est pour être projet contre projet. Avoir des propositions sur la table, être dans le concret. Et c'est ça la démarche de la droite sociale. Ça veut dire que quand le UMP dit candidat mou, elle se trompe de registre ? Ça veut dire que je crois que pour l'instant François Hollande est populaire, mais je suis en revanche convaincu que son programme ne l'est pas. Et c'est là où je plaide pour une élection présidentielle abordée de façon intelligente, où on aborde les sujets de fond. C'est pour ça qu'on fait de la politique. C'est pas pour s'amuser aux petites phrases sur un tel ou un tel qui n'ont pas d'intérêt. Abordons donc les sujets de fond. Parmi vos propositions, lesquelles constitueraient des économies nouvelles? Alors d'abord, on fait un programme dans lequel il n'y a aucune dépense nouvelle. Ce qui permet de montrer... J'en ai quand même vu une, c'est l'échange permis de conduire contre service social que vous proposez aux jeunes. Exactement, mais en face, il y a des économies. Il y a des recettes supplémentaires et qui ne sont pas sur les classes moyennes. Qu'est-ce que c'est ce principe? On a aujourd'hui une société dans laquelle les gens sont uniquement sur j'ai droit à ceci, j'ai droit à cela. Et ils ne sont plus investis dans la société. On ne peut pas continuer comme ça. On a des droits, mais on a des devoirs. L'idée, c'est de s'attaquer à une des principales difficultés de nos étudiants, l'accès au permis de conduire. On propose donc de financer une partie du permis de conduire et avec en échange des étudiants qui pendant l'été s'investissent sur leur commune, dans une association humanitaire, sur par exemple leur structure de pompiers. Est-ce que vous avez chiffré le coût de cette proposition? Alors le coût de cette proposition, en gros, on est sur un chiffre qui serait en financement conjoint collectivité locale et État pour une part qui serait aux alentours de 150 millions d'euros. Mais en face, et c'est une exigence qu'on s'est imposée, on a des recettes supplémentaires. Oui, alors parmi celles-ci, vous avez proposé d'abaisser de 6 à 3 mois le seuil de résidence à partir duquel on paye des impôts en France. Est-ce que vous n'avez pas peur que les artistes et les artistes et les sportifs de haut niveau qui acquittent déjà leurs impôts ailleurs émigrent définitivement hors de France ? Je vais vous dire les choses simplement. Moi, je suis très choqué de voir parfois des gens qui sont d'ailleurs des grands donneurs de leçons sur la scène médiatique. Donnez-nous des noms. Je sais pas, vous les trouverez assez facilement, y compris des chanteurs qui sont très populaires chez nous, qui donnent des leçons à tout le monde et qui vous payent. Pensez à Yannick Noah. Par exemple. Et effectivement, ça fait partie des exemples. Des gens qui payent leurs impôts ailleurs. C'est pas normal. Et je propose un principe simple. Quand vous résidez plus de 3 mois en France, vous payez vos impôts en France. C'est ce repère pour moi. Si des efforts doivent être demandés, tout le monde doit les faire, et y compris les plus revenus. Je considère que c'est une mesure de bon sens. Voilà, les chanteurs, les artistes, les sportifs qui s'arrangent pour éviter de payer leurs impôts en France et qui pour autant y vivent en réalité une bonne moitié de l'année. Revenons à un principe simple, qui est d'ailleurs le principe américain. Plus de 3 mois dans le pays, vous payez vos impôts dans le pays. Vous aviez créé la politique
la polémique, au printemps dernier, en qualifiant l'assistanat de cancer de la société. Est-ce que vous ne risquez pas à nouveau d'être montré du doigt avec le thème sur lequel vous avez choisi de travailler sur les logements sociaux? Vous allez vers l'idée de proposer une partie, de réserver une partie de ces logements aux gens qui travaillent. Vous savez, et c'est le cœur de nos convictions de la droite sociale. Il faut aider les gens qui travaillent. Il faut aider ceux qui sont les travailleurs modestes, ces classes moyennes, qui ont du mal à s'en sortir, même en travaillant. Et faire du social chez nous, ça ne doit pas être caricaturer la gauche en rajoutant sans cesse des prestations sociales supplémentaires qui contribuent aux dérives de l'assistanat. Ça demande un peu de courage politique. Ça demande un peu de conviction, y compris en acceptant de temps en temps de secouer du politiquement correct. Je l'assume parce que je pense que notre pays en a besoin. On a donc travaillé avec la droite sociale sur cette thématique du logement social. Aujourd'hui, on a à peu près 500 000 personnes, c'est notamment un retour qui est fait par les employeurs, qui n'arrivent pas à employer, qui ne prennent pas d'emploi parce qu'ils ont des difficultés de logement. On est donc en train de réfléchir, et ça fera partie des propositions demain, sur comment faire en sorte que le logement social puisse mieux aider ceux qui travaillent. Et quelle est la part des logements sociaux occupés par des chômeurs ? En gros, aujourd'hui, dans le parc des logements sociaux, vous avez la moitié qui sont occupés par des gens qui travaillent, la moitié qui sont occupés par des gens qui ne travaillent pas. Donc vous proposez de modifier cette proportion. Qu'est-ce que vous faites des chômeurs auxquels vous allez refuser un logement ? Le but, et c'est la proposition qu'on fera demain, c'est juste de faire en sorte que le logement social aide mieux ceux qui travaillent. Il faut espérer que ça marche. Quelle est la différence sur ce genre de proposition ? Il faut toujours espérer en politique. Entre la droite sociale et la droite populaire ? Elle est très simple. Vous savez, moi je suis pas là pour affronter les clans et les chapelles. Et c'est peut-être aussi une différence, un esprit fondamental d'unité dans cette période. La droite populaire travaille sur le régalien, c'est très bien, on a besoin d'eux. La droite libérale travaille sur des propositions qui sont économiques et c'est très bien, on a besoin d'eux. Nous, on travaille sur ce champ et ce repère, remettre les classes moyennes au cœur du contrat social. Et ma seule priorité, c'est que le débat présidentiel soit dessus et que le quinquennat qui vienne soit un quinquennat pour les classes moyennes. La crise a tapé dur. Elle a tapé tous les Français, mais elle a surtout tapé les classes moyennes. Et il n'y aura pas de sortie de crise s'il n'y a pas de sortie de crise pour les classes moyennes. Toutes nos propositions sont orientées là-dessus, remettre les classes moyennes au cœur de la société française. Vous aviez plutôt apprécié le processus de la primaire socialiste. Depuis les débuts, d'ailleurs, il y avait beaucoup de conversions à l'UMP. On considère déjà comme pratiquement acquis qu'elles seront employées pour trouver le candidat en 2017. Est-ce qu'après les primaires, vous allez emprunter au PS son organisation en courant ? Non, parce que je crois qu'il y a une différence fondamentale. Et celle-là, il ne faut pas qu'on la perde de vue. C'est que chez nous, les sensibilités doivent s'additionner. Et c'est ce que je vous disais, par exemple, on a travaillé avec la droite populaire, on travaille avec la droite libérale. Je ne suis pas là pour avoir une chapelle. Ce qui m'intéresse, c'est pas un courant, c'est un endroit où on réfléchit et où on met du concret sur la table. Et la différence par rapport au PS, si vous prenez le nucléaire, où ils ont des positions diamétralement opposées, si vous prenez la fiscalité, où ils ont des positions diamétralement opposées, si vous prenez la démondialisation, où ils ont des positions diamétralement opposées, leur chapelle les divise. Moi, ce que je souhaite... Mais ils ont un processus de désignation du candidat qui les oblige au rassemblement. Vous savez, c'est un geste que je résume souvent comme ça. Ce qui compte, c'est pas le packaging. C'est pas le packaging moderne ou la tête d'affiche. Il faut que les Français retournent, regardent la composition du produit et le prix. Et c'est sur ce réflexe d'intelligence que je veux miser sur la présidentielle. Ce qui m'intéresse, c'est pas la tête d'affiche, Hollande, petit percueil. Ce qui m'intéresse, c'est de l'autre côté, quelles sont la réalité de ces propositions et quel coût pour les classes moyennes. En tant que ministre de l'Enseignement supérieur, vous aviez demandé au ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, d'assouplir la circulaire sur les étudiants étrangers qui veulent travailler. Justement, c'est un sujet qui passionne nos internautes. L'un d'entre eux vous demande pourquoi interdit-on aux étudiants étrangers de travailler en France. Et moi, j'ajoute, où en êtes-vous de vos efforts auprès de Claude Guéant pour assouplir ce dispositif ? On a travaillé avec le ministère de l'Intérieur. La circulaire n'avait en aucun cas comme objectif de fermer la porte aux étudiants étrangers. Ce serait absurde. La France doit accueillir les talents du monde et une fois qu'on les a formés, si on peut les garder dans nos multinationales, notamment des étudiants qui ont fait Polytechnique, les grandes écoles de commerce, des cursus d'ingénieurs dont on a besoin, c'est une chance pour nous. Dernière, ça fait des ambassadeurs pour la France à vie. Oui. Mais est-ce que vous avez convaincu Claude Guéant ? Est-ce qu'il va prendre des mesures ? J'avais pas forcément besoin de convaincre Claude Guéant parce qu'il était sur la même ligne. C'est quand même lui l'auteur de la circulaire qui durcit le processus. Alors la circulaire ne change rien à l'état du droit. La seule chose, c'est que le message qui a été envoyé a fait l'objet d'interprétation et d'application dans un certain nombre de départements et de préfectures qui n'était pas ce qu'on voulait. Donc on a corrigé le tir.
On l'a fait en envoyant clairement le message, notamment aux préfets et aux autorités de l'État local. Par une nouvelle circulaire ? Non, le but, parce que vraiment la circulaire, c'est juste le rappel de l'état du droit. La seule chose, mais moi j'ai pas d'état d'âme là-dessus, ça fait aussi partie de la politique moderne. Vous envoyez un signal, il peut y avoir des erreurs d'application, on corrige. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rectifié les choses en expliquant simplement, il est hors de question de fermer la porte aux étudiants étrangers talentueux. L'objectif, quand on a des talents, qu'on les a formés, qu'on a investi sur eux, c'est pas au moment où on va avoir le retour et qu'ils vont pouvoir aider les entreprises françaises qu'on va leur fermer les portes. Il faut voir si ce message va passer sur le terrain. Laurent Wauquiez, je vous remercie. Bonsoir et à demain pour un nouveau Talk Orange de Figaro.